Tout commence au pays de Benim, une nation autrefois dirigée d'une main de fer par un souverain impitoyable. Ce territoire se compose d'une capitale opulente et de 12 provinces environnantes. Ces 12 provinces sont d'une pauvreté extrême. Ce sont elles qui cultivent la terre et nourrissent la capitale, où vivent les riches et les puissants. Environ 70 ans plus tôt, ces 12 provinces s'étaient unies et avaient tenté de se soulever contre la capitale. Le peuple, affamé, exténué, avalait la poussière et ne trouvait ni de quoi manger ni de quoi boire. Cette révolution échoua. Pour punir les provinces rebelles, le roi institua alors un jeu d'une cruauté sans nom, les Ingé-Games. Chaque année, un garçon et une fille de plus de 12 ans sont tirés au sort dans chacune des 12 provinces, puis enfermés dans une arène au cœur de la forêt. Ils doivent s'y entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul en vie. Chaque année, les riches de la capitale attendent ce spectacle avec impatience pour parier sur le futur vainqueur. On découvre une jeune fille prénommée Katz, en train de réconforter sa petite sœur, âgée de plus de 12 ans et terrifiée à l'idée d'être tirée au sort cette année-là. Katz la rassure, « Ne t'inquiète pas. Les personnes dont le nom est tiré pour la première fois ne sont presque jamais désignées gagnantes. » Une fois sa sœur apaisée, celle-ci quitte la maison. Katz vit dans le district 12. La moitié des habitants y travaillent dans les mines, l'autre moitié cultive la terre pour nourrir les riches de la capitale. Katz marche jusqu'à la lisière du district, la franchit et pénètre dans la forêt. Elle y récupère son arc et ses flèches, cachés, bien décidée à chasser de quoi manger, car ils n'ont rien avalé depuis plusieurs jours. Elle repère un cerf et commence à le traquer, mais son petit ami, elle, surgit et fait fuir l'animal. Agacée, elle l'entend lui dire « Oublie ce cerf pour l'instant. As-tu oublié que c'est aujourd'hui le jour de la moisson ? On va choisir un garçon et une fille pour participer au jeu. » Elle répond, dépitée. « Pourquoi me le rappelles-tu ? Je l'avais complètement oublié. » À cet instant précis, un avion de la capitale se pose dans leur district pour venir chercher les deux jeunes tribus. Les préparatifs de la cérémonie battent déjà leur plein. Le tirage au sort approche, et les adolescents ayant atteint 12 ans commencent à faire leurs adieux à leur famille, ignorant s'ils reviendront un jour. Katniss tente de rassurer sa petite sœur, Lisa. « N'aie pas peur, ma chérie. Crois-moi, ils ne choisiront pas Varoki. Le tirage est aléatoire, mais je reste optimiste. » Puis, tout le monde se rassemble devant le grand théâtre de la place, la peur et la tristesse se lisant sur chaque visage. Lisa, à bout de nerfs, a l'impression d'étouffer. Ness s'efforce de la calmer. Kiji entre alors en scène et salue le public. Le visage poudré, vêtue avec un faste ostentatoire, elle incarne à elle seule toute la richesse de la capitale. Bienvenue à la 74e édition des Ingé-Games, lance-t-elle, tandis que la musique retentit. Une vidéo du président rappelle à tous les événements de la révolution passée, à l'origine de la création de ce jeu funeste. Kiji reprend la parole. « Vous savez tous que la vie du vainqueur bascule à jamais. Mais peu importe qui sera choisi. Êtes-vous prêts ? Tirons au sort, en commençant par les filles. » Elle pioche un papier et annonce « Le nom tiré est celui de Lisa Metwali Barret. » C'est un choc terrible. Lisa est la propre sœur de Katz, de la famille Barret. Si Lisa participe, elle est condamnée. Tétanisée, incapable de marcher, elle quitte les rangs. Katz se précipite alors vers elle, « Laissez-la tranquille. Je me porte volontaire à sa place. » Le jeu commence ainsi. Katz rejoint sa sœur, la serre dans ses bras et la presse de retourner auprès de leur mère, promettant de prendre sa place. Terrifiée à l'idée de quitter sa sœur, Lisa doit être arrachée par elle, qui l'emmène de force. Katz prend ainsi la place de Lisa, sans même réaliser encore dans quel engrenage elle vient de se jeter. Elle rejoint Kiji, satisfaite de son geste, qui invite la foule à applaudir son courage. Mais au lieu d'applaudir, les habitants lèvent la main dans un geste de défi silencieux, le salut de la révolte, car ils se sentent opprimés et aspirent à se soulever contre la capitale, bien que la faim et l'épuisement les retiennent. Ce jeu, en réalité, n'a jamais eu d'autre but que d'humilier durablement les 12 districts. Vient alors le tour des garçons. Le nom tiré est celui de Peter Abdelati. Terrorisé au point que ses jambes tremblent sous lui, il monte sur scène. Il s'apprête à affronter un jeu sans pitié, où quiconque croise un autre concurrent tente de le tuer pour survivre. Kiji invite les deux tribus à se dire au revoir. Ils se connaissent visiblement depuis toujours. On les conduit ensuite dans un bâtiment où leurs familles respectives viennent leur faire leurs adieux avant le grand départ. Lisa, effondrée à l'idée de perdre sa sœur, reçoit ce conseil de Katz. « Ne pleure pas, sois forte. Prends soin de notre mère. » Lisa répond « Je veux que tu reviennes. Essaie de gagner pour que je puisse te revoir. » Katz ajoute « S'il devait m'arriver quelque chose, ta mère sera sous ta protection. » Elle fait ses adieux à sa mère et lui glisse « Prends soin de toi et de Lisa. » La sécurité vient les escorter, les visites étant terminées. Elle vient à son tour lui dire au revoir, assurant qu'il est certain de sa victoire. Il lui conseille de récupérer un arc et des flèches parmi les armes disponibles et de montrer de quoi elle est capable, affirmant avoir toute confiance en elle. Elle lui rappelle que même armée, elle devra affronter 23 autres concurrents, tous prêts à s'entretuer. La sécurité arrive alors et l'escorte hors du bâtiment. Kiji les fait ensuite monter dans une voiture. « Vous avez tant de chance. Vous allez vivre les plus beaux jours de votre vie. » Le regard noir des deux tribus contraste violemment avec cet enthousiasme. « Nous serons à la gare dans 5 minutes et le train nous conduira à la capitale en 2 jours, précise-t-elle. À peine montés à bord du train, Katz et Peter sont submergés par ce qu'ils découvrent.
une profusion de nourriture comme ils n'en ont jamais vu. Des formes, des couleurs, des mets qu'ils n'imaginaient même pas. Peter, incrédule, demande « C'est du plastique ? Ou quoi ? Je n'y crois pas ». Kiji les encourage à profiter pleinement de ce moment, avant d'aller chercher Temch, chargé de les conseiller. Ancien vainqueur de ces mêmes jeux, Temch fait office de mentor pour les tribus de leur district. Son rôle est de tout leur expliquer. Il fait son entrée, complètement libre. « Bonsoir, vos tickets, s'il vous plaît ». Excédés, les deux jeunes lui répondent qu'ils ne sont pas là pour jouer les contrôleurs, mais bien les concurrents, et qu'ils attendent de lui qu'il leur explique les règles. « Ah, le jeu !» s'exclame-t-il. « Je me souviens des règles, c'est très simple. Commençons !» Alors qu'il s'apprête à conclure son explication, Katz, exaspéré par son attitude, le rabroue. « Tu es vraiment insupportable. Qu'est-ce que tu fais encore là ?» Il rétorque, désabusé. « Je bois et je m'amuse, madame. Être avec vous, franchement, c'est déprimant. » Puis il s'éclipse. Peter va tenter de le raisonner. Resté seul, Katz visionne les éditions précédentes des jeux et mesure, effrayé, à quel point il faut être impitoyable pour survivre et l'emporter. Elle finit par éteindre l'écran. Le lendemain, elle retrouve Ima Shifa en pleine conversation avec Peter et se joint à eux. Ima leur livre un conseil essentiel. Le meilleur moyen de rester en vie, c'est de vous faire apprécier des riches qui parient sur vous. S'ils vous aiment, ils vous enverront de l'argent et de l'aide, et dans ce jeu, cela peut tout changer. Peu après, ils arrivent dans la capitale, où des milliers de spectateurs se sont massés pour les accueillir, tous vêtus de tenues aussi extravagantes qu'étranges. Peter se prête au jeu avec aisance et salue la foule. Temch, s'adressant à Katz, l'encourage à surmonter sa peur face à cette démesure. On les conduit ensuite dans un centre de préparation où l'on s'active autour d'eux en vue de la cérémonie d'ouverture. Senna, le styliste, se présente à Katz. « Ce que vous avez fait pour votre sœur est un véritable acte de courage. Vous méritez une récompense. Je ferai tout mon possible pour vous aider. » Le soir venu, la grande fête d'ouverture commence. Le président Snow, à la tête de tout le pays, inaugure officiellement la 74e édition des 1G Games. Le présentateur César annonce que plus de 100 000 spectateurs assistent à l'événement sur place, sans compter les millions de téléspectateurs à travers le pays. Alex, le directeur des jeux, donne l'ordre à son équipe de lancer le compte à rebours pour la présentation des tribus. En quelques instants, les concurrents font leur entrée, chaque char transportant le garçon et la fille d'un même district, 24 jeunes gens au total, appelés à s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Katniss et Peter volent à vedette dès leur apparition, vêtus de costumes de flammes absolument spectaculaires. Peter saisit la main de Katniss, malgré sa réticence, et la lève bientôt. Le public s'enflamme. Les deux tribus rivalisent d'audace pour séduire les spectateurs. Le président Snow se lève à son tour pour prononcer son discours, saluant leur courage et leur souhaitant, dans une formule glaçante, de joyeux 1G Games. Une fois la cérémonie achevée, les tribus sont conduits à leur logement, éblouis et incapables de comprendre le luxe extravagant qui les entoure désormais. Dès le lendemain, l'entraînement débute. On leur annonce que les jeux commenceront dans 2 semaines et que 23 d'entre eux périront. Il est formellement interdit à 2 tribus de s'affronter avant le lancement officiel du jeu. Personne ne doit, pour l'heure, croiser le regard de l'autre. Chacun s'entraîne selon ses aptitudes. Ce soir-là, Temch dîne avec Katz et Peter et les met en garde. Les concurrents les plus redoutables proviennent chaque année des districts 1 et 2, où les enfants sont formés dès leur plus jeune âge dans de véritables écoles de combat. C'est ce qui explique que, chaque année, le vainqueur soit presque toujours originaire de l'un de ces 2 districts. Et c'est aussi ce qui les rend si arrogants, à toiser tous les autres tribus de haut. Katz y voit précisément leurs points faibles. On la questionne alors sur ses talents de tireuse à l'arc. Elle élude, se présentant comme une simple fille pauvre. Peter, lui, révèle que le père de Katz lui achetait autrefois les écureuils qu'elle chassait dans la forêt. Preuve de son talent. Le lendemain, l'entraînement reprend, et les garçons des districts 1 et 2 affichent un professionnalisme intimidant. Peter, moqué par certains, encaisse en silence. Le voyant abattu, Katz l'encourage. « Tu vois cette boule de fer, là-bas ? Ramasse-la, lance-la, montre-leur de quoi tu es capable. Ils te prennent tous pour une mauviette. » Il se lève, saisit la boule pourtant très lourde, sous les rires moqueurs des autres, puis la projette de toutes ses forces. Les rires cessent aussitôt. Les autres tribus, impressionnées, rangent leurs affaires et s'éloignent. Peter possède d'ailleurs un autre talent insoupçonné, celui de peindre son propre corps pour se fondre entièrement dans son environnement, devenant presque invisible. Katniss remarque de son côté une jeune fille qui l'observe sans relâche. Quelques jours plus tard, on annonce aux tribus qu'ils devront chacun passer une évaluation individuelle devant les organisateurs, afin que les riches spectateurs puissent juger de leurs compétences et parier en connaissance de cause. Vient le tour de Katniss, encouragée par Peter. Face au jury, elle décline son nom et son district, prend son arc, mais la pression est trop forte. Elle rate sa première cible. Sous les moqueries, le jury cesse de lui prêter attention. Piquée au vif, elle se ressaisit, décoche une seconde flèche et atteint sa cible avec une précision redoutable. Mais il est déjà trop tard. Plus personne ne la regarde. Refusant d'être ignorée, elle saisit une nouvelle flèche et vise la pomme placée dans la gueule du cochon rôti-trônant devant le jury, la transperçant sous leurs yeux médusés. « Merci de vous être enfin intéressé à mon talent », lâche-t-elle avant de tourner les talons. Kiji la sermonne violemment pour cette provocation, redoutant qu'elle ne s'attire les foudres du jury et perde le soutien des sponsors.
Mais Hemch, informé de l'incident, salue au contraire son audace, la qualifiant de véritable génie. Lors de la remise des scores, les tribus obtiennent des notes variées, certains autour de 7 ou 10 sur 12. Peter récolte un 8. Katz, elle, crée la surprise en obtenant un 11 sur 12, le meilleur score de tous les concurrents. Elle-même a du mal à y croire. Mais cette note lui redonne espoir de pouvoir réellement l'emporter. Pendant ce temps, le président Snow s'entretient avec Alex, le directeur des jeux, visiblement irrité par le geste de défi de la jeune tribu. Cette fille vous a littéralement tiré une flèche dessus, et vous lui accordez la meilleure note? Alex se défend. Elle a visé la pomme, pas le jury. Le président rétorque que si son objectif était de terroriser les tribus, il les aurait tous fait exécuter devant leur famille, sans même organiser de jeu. S'il maintient les 1G Games, c'est précisément parce qu'ils offrent au district un peu d'espoir, un espoir nécessaire, mais dangereux s'il devient trop grand. Il exige donc que l'on garde un œil attentif sur cette fille, et qu'on la maintienne sous contrôle. Le soir même, lors de l'interview télévisée animée par le présentateur César devant tout le pays, Peter surprend tout le monde en révélant publiquement ses sentiments amoureux pour Katz. Furieuse, persuadée qu'il cherche à l'humilier ou à se moquer d'elle devant les caméras, elle l'affronte violemment en coulisses. C'est Hemch qui s'interpose et leur explique que cette déclaration est en réalité une aubaine. En jouant la carte de l'amour interdit, il s'assure la sympathie et le soutien des sponsors les plus riches, qui adorent ce genre d'histoire et pourraient les aider tous deux à survivre dans l'arène. Comprenant l'enjeu, Katz va s'excuser auprès de Peter pour sa réaction. Le jour du jeu approche. Hemch prodigue ses derniers conseils à Katz. Toutes les armes, dont l'arc et les flèches qu'elle maîtrise si bien, seront disponibles au pied de la corne d'abondance au lancement du jeu, mais il la met sérieusement en garde contre la tentation de s'y précipiter dès le début, car ce moment tournera immanquablement au carnage. Il lui conseille de fuir vers un abri, d'éviter le chaos initial et lui assure sa confiance totale en sa victoire. On leur injecte ensuite à tous un dispositif de géolocalisation. Katz retrouve une dernière fois Senna, le styliste, qui lui remet la tenue qu'il a conçue pour l'arène et lui réaffirme sa confiance. Le cœur battant, terrifiée, elle pénètre dans la capsule qui la conduit jusqu'à l'arène, où les 24 tribus se tiennent déjà debout, prêts à s'élancer, tandis que le compte à rebours final s'enclenche. Le compte à rebours démarre sous les yeux de toute la capitale, et jusque dans les provinces les plus reculées, chacun suit l'instant en direct. Dès que le signal retentit, la quasi-totalité des tribus se rue vers les armes amassées près de la corne d'abondance, à l'exception de Katniss et de quelques autres, qui préfèrent s'enfoncer immédiatement dans la forêt. Elle court, observe la scène. Des concurrents s'entretuent déjà autour d'elle. Elle repère un sac, isolé, sans personne à proximité, s'en empare en courant. Un assaillant la surprend. Elle riposte d'un coup de couteau fatal. Un second couteau file vers elle. Elle le dévie avec le sac et laisse les autres se disputer les dépouilles. Elle s'enfonce profondément dans la forêt, court longtemps, jusqu'à être certaine d'être suffisamment loin de la zone de carnage. Elle s'arrête enfin pour reprendre son souffle et fouille son sac. Une corde, une gourde vide, un couteau. Soudain, des coups de canon retentissent, l'un après l'autre. Elle comprend qu'à chaque mort d'un tribut correspond une détonation. Assise, elle en dénombre plus d'une douzaine, plus de 12 concurrents ont déjà péri dès le premier jour. Elle se relève, poursuit sa marche à travers la forêt, remplit sa gourde en chemin, et prépare des pièges au cas où quelqu'un s'approcherait durant la nuit. Le meilleur refuge, dans une telle situation, reste de grimper à un arbre sans se faire repérer. C'est exactement ce qu'elle fait. Après avoir disposé plusieurs pièges au sol, elle s'installe dans les branches et s'y attache solidement pour ne pas tomber en dormant. La nuit tombe. Elle reste immobile, aux aguets, observant les alentours sans faire le moindre bruit. Au loin, elle finit par apercevoir la lueur d'un feu, autour duquel quelqu'un est assis. Une jeune tribu s'y réchauffe seule lorsqu'une bande armée surgit brusquement et la tue. Katz entend le coup de canon retentir. Elle remarque alors que les tribus des districts 1 et 2 se sont regroupées en une véritable alliance, et elle est stupéfaite de découvrir que Peter marche parmi eux. En réalité, ils l'ont enrôlé de force pour qu'il les mène jusqu'à elle, mais Katz l'ignore encore. Elle se contente de l'observer de loin, sans comprendre pourquoi elle se trouve aux côtés de ses adversaires. Le lendemain, elle descend de son arbre et reprend sa marche. Dans la salle de contrôle, les organisateurs informent Alex qu'elle tourne en rond dans l'arène et que le tribut le plus proche se situe à 2 km. Alex cherche alors un moyen de forcer la rencontre. Pendant ce temps, Katz grimpe à un autre arbre pour se reposer, à l'abri. Alors qu'elle profite d'un instant de calme, elle est surprise de voir les organisateurs du jeu embraser délibérément la forêt environnante pour la contraindre à se rapprocher des autres concurrents. Elle redescend en urgence, tente de fuir, mais une boule de feu fonce droit sur elle. Elle l'esquive de justesse, se blessant aux jambes, mais doit continuer coûte que coûte. Une seconde boule de feu surgit devant elle, elle l'évite de nouveau, avant de basculer dans un lac. La manœuvre des organisateurs a atteint son but. Elle se retrouve désormais dangereusement proche des autres tribus. Dans la salle de contrôle, on prévient qu'elle sera immédiatement tuée si quelqu'un l'aperçoit dans cet état, et l'on se prépare déjà à annoncer sa mort. De l'autre côté, la bande des districts 1 est de la repérer. Blessée et affaiblie, à demi consciente, Katz se retrouve à la merci du groupe qui s'apprête à l'achever. C'est alors que Peter, resté infiltré parmi les carrières, s'interpose pour la protéger, prétextant qu'il vaut mieux ne pas la déplacer et attendre. Grâce à son sang-froid, il parvient à convaincre le groupe de patienter, gagnant ainsi un temps précieux pour elle. Une fois la bande éloignée, il la soigne discrètement,
traitant ses brûlures et veillant sur elle sous le couvert des arbres. Épuisée mais soulagée, elle remercie intérieurement Hemch pour ses conseils avisés. Le lendemain, à son réveil, elle constate que la bande dort encore non loin, et que sa blessure a bien cicatrisé. À ses côtés, elle aperçoit la petite Amy, qui n'a cessé de l'observer discrètement. Amy lui désigne un nid de guêpes suspendu au-dessus du camp adverse et lui suggère de le faire tomber sur eux. Katz s'en approche prudemment et entreprend de trancher la branche qui le retient. Piquée à plusieurs reprises, souffrant terriblement, elle tient bon jusqu'à faire chuter le nid en plein sur le campement ennemi. Les sèmes se déchaînent alors sur les tribus présents. Tous sont lacérés, et l'un d'eux n'a aucune chance d'y échapper. Les sèmes l'encerclent et finit par avoir raison de lui. Katz profite du chaos pour redescendre de l'arbre plus vite, mais les toxines des piqûres commencent déjà à provoquer chez elle vertige et hallucinations. Luttant pour garder conscience, elle aperçoit la dépouille de la jeune tribu tuée par les guêpes et s'empare au passage de son arme. Elle voit ensuite Peter accourir vers elle en lui hurlant de fuir, mais dans son état second, elle croit le voir se dédoubler et titube, à quatre pattes, avant de s'effondrer, épuisée. Lorsqu'elle reprend connaissance un peu plus tard, elle réalise que quelqu'un l'a soignée durant son inconscience et que son arme repose juste à côté d'elle. Elle découvre alors Amy, cachée non loin, qui a veillé sur elle. « Sors de ta cachette, je ne te ferai aucun mal », lui dit-elle avec douceur. Elle attrape un lapin, le prépare et le partage avec elle. Amy lui apprend qu'elle est restée inconsciente 2 jours durant. Amy lui révèle également que 2 autres tribus sont morts pendant son inconscience. Katz s'inquiète aussitôt pour Peter. Amy la rassure. Il est vivant. Katz confie qu'elle n'a plus peur pour elle-même, seulement pour lui. Amy lui explique alors que Magic, le chef de la bande adverse, et ses hommes ont rassemblé toutes leurs réserves de nourriture et de matériel en un même lieu, protégé par des mines disposées tout autour. Quiconque s'en approche est condamné. Katz élabore aussitôt un plan. Amy allumera un feu à distance pour détourner l'attention de Magic et de ses hommes, pendant que Katz s'occupera elle-même de détruire le stock de vivres, à condition de faire preuve d'une extrême prudence face aux mines. Elle part repérer les lieux et découvre le dispositif de mine entourant les réserves. Dès qu'ils aperçoivent la fumée provoquée par Amy, Magic et sa bande se précipitent vers la source, ne laissant qu'un seul garçon en faction pour garder le camp. C'est exactement l'occasion qu'attendait Katz. Observant les mines, elle a une idée. Elle décoche une flèche en direction du sac de pommes suspendu au-dessus du dispositif. La flèche fait mouche, déchire le sac, et les fruits tombent en cascade sur les mines, provoquant une explosion en chaîne qui embrase l'ensemble des réserves. Alertés par le vacarme, Magic et sa bande reviennent en courant, fous de rage devant ce désastre. Magic, hors de lui, s'en prend au garçon laissé en faction et lui brise la nuque, le tuant sur le champ. Le canon retentit. Katz se précipite pour retrouver Amy, mais celle-ci a disparu de l'endroit où elle l'avait laissée. Elle entend soudain des cris de détresse, court dans leur direction et découvre Amy prisonnière d'un filet tendu au sol. Elle la libère aussitôt. Un assaillant surgit alors et lui lance une lance qu'elle esquive de justesse. Elle réplique d'une flèche qui l'achève. Se retournant vers Amy, elle découvre avec horreur que la lance de l'ennemi l'a en réalité mortellement transpercée au ventre. La petite Amy s'effondre dans ses bras et rend son dernier souffle. Bouleversée, Katz la voit comme sa propre sœur Lisa, et une soif de vengeance s'empare d'elle. Elle dépose délicatement des fleurs autour du corps d'Amy, puis, consciente d'être filmée, fixe la caméra et effectue le geste de défiance révolutionnaire à 3 doigts. Dans le district d'Amy, la population, bouleversée, reprend ce même salut en signe de deuil et de révolte. Beaucoup perdent tout contrôle. Des émeutes éclatent, et les soldats postés dans ce district sont directement pris pour cible par la foule en colère. Katz, sans le savoir, est à l'origine de ce soulèvement. De son côté, Hemch prend sa défense auprès d'Alex, l'exhortant à se montrer indulgent envers la jeune fille plutôt que de chercher à l'éliminer. Sa mort ne ferait qu'attiser davantage les émeutes et transformerait la situation en véritable poudrière, faisant d'elle le symbole d'une nouvelle révolution. Il vaut mieux, selon lui, détourner l'attention du public en misant sur son histoire d'amour avec Peter et gérer la crise avec doigté. C'est dans cet esprit qu'Alex annonce, via les haut-parleurs de l'arène, un changement de règle exceptionnel. Cette année, 2 tribus pourront remporter la victoire ensemble, à condition d'être originaires du même district. Katz, elle, n'a désormais qu'une idée en tête. Retrouver Peter, qu'elle croit encore avoir trahi en s'alliant aux carrières. Elle sillonne la forêt à sa recherche, déterminée à le protéger afin qu'il puisse tout de l'emporter. La forêt est immense et le retrouver s'avère difficile, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur des traces de sang. Elle les suit et finit par le découvrir, non sans mal. Il s'était camouflé dans son environnement grâce à son don, invisible à tout regard. Elle l'aide à se relever, mais découvre qu'il souffre d'une grave blessure à la jambe. La bande de Magic l'a dépouillé et a tenté de le tuer avant qu'il ne parvienne à s'échapper. « Laisse-moi, sauve-toi », lui dit-il. Elle refuse catégoriquement. « Pour me sauver, il faut que tu vives. Lève-toi, viens avec moi. » Elle le conduit alors jusqu'à une grotte pour l'y cacher. C'est à ce moment qu'elle entend Alex annoncer, au micro, qu'un cadeau attend chaque tribu restant, et que celui destiné à Peter contient précisément ce dont il a désespérément besoin pour survivre. Peter la supplie de ne pas s'y rendre, conscient du danger mortel que représente ce genre de rassemblement. Elle n'en fait cependant qu'à sa tête et se dirige vers le lieu de remise des cadeaux, observant la scène de loin. Chaque présent porte le numéro d'un district. Elle voit soudain une rivale s'emparer de son propre sac et l'ouvrir. Son sang se glace, et elle se précipite à son tour vers les cadeaux. Elle attrape le sien,
Mais une tribu la surprend et lui lance un poignard qu'elle esquive de justesse. La rivale s'approche alors, couteau à la main, prête à l'achever. Katz est à deux doigts de mourir lorsqu'un garçon originaire du même district qu'Amy intervient et la sauve in extremis. Il neutralise la fille, puis lance à Katz. « Si je voulais te tuer, je le ferais sans hésiter. Mais je t'épargne en mémoire de la petite Amy qui n'est plus. » Puis chacun reprend sa route de son côté. De retour auprès de Peter, Katz utilise le remède obtenu pour traiter sa blessure à la jambe et entamer sa guérison. Cette nuit-là, épuisée, elle finit par s'endormir, non sans avoir entendu au loin une voix les mettre en garde contre certaines baies toxiques poussant dans l'arène qu'il ne faut surtout pas consommer. Une rivale, ignorant cet avertissement ou trop affamée pour s'en soucier, meurt peu après pour avoir mangé de ces baies empoisonnées. La faim pousse en effet les tribus à se nourrir de tout ce qui semble comestible. Il ne reste désormais plus que 4 concurrents en lice. Katz et Peter, Magic, le chef impitoyable de la bande adverse, ainsi que Jackson, le garçon qui avait épargné Katz au moment de la remise des cadeaux. Bien que la nuit soit déjà bien avancée, les organisateurs plongent l'arène dans une obscurité totale et décident d'y lâcher de féroces créatures mutantes pour intensifier le suspense final. Katz et Peter avancent alors en silence à travers la forêt, prêts à parer au moindre danger. Un cri perçant retentit soudain dans le noir. Un coup de canon suit immédiatement. Jackson vient de périr. Il ne reste plus que Katz, Peter et Magic. Alors qu'il progresse prudemment, l'une des créatures mutantes attaque Peter. Katz riposte d'une flèche et parvient à l'écarter, mais la bête ne renonce pas pour autant. Les organisateurs lâchent alors 2 autres créatures, rendant la situation intenable. Le duo parvient in extremis à grimper au sommet de la corne d'abondance, hors de portée des monstres, juste avant d'être rattrapés, pour y découvrir, stupéfait, Magic déjà posté là, qui les attaque aussitôt. Un combat violent éclate, jusqu'à ce que Magic saisisse Peter et menace de le jeter en pâture aux créatures pour forcer Katz à baisser sa garde. Prise au piège, Katz hésite un instant avant d'agir. Mais forte de son habileté et de sa confiance retrouvée, elle décoche une flèche qui atteint la main de Magic. Peter en profite pour le repousser et le précipiter parmi les créatures qui se disputent déjà sa dépouille en contrebas. Katz, refusant de le laisser souffrir davantage, l'achève d'une dernière flèche. Une fois Magic mort, les monstres, n'ayant plus de raison de s'attarder, se retirent. Le canon retentit une dernière fois. Katz et Peter viennent officiellement de remporter les 1G Games. Le jour se lève et un vaisseau vient les récupérer. Mais Alex reprend alors la parole au micro pour annoncer un ultime revirement. La règle des 2 vainqueurs est annulée. Un seul d'entre eux pourra survivre, ce qui signifie que l'un devra tuer l'autre. C'est un choc terrible. Il se retrouve pris au piège d'un dilemme impossible. Face à cette situation insoutenable, Peter propose de se sacrifier. « Je vais mettre fin à mes jours. Retourne auprès de ta sœur et de ta mère. » Elle refuse catégoriquement. « Non, je mourrai avec toi. » Elle sort alors les baies toxiques qu'elle avait discrètement récupérées, en tend une poignée à Peter et en garde pour elle-même. Ensemble, ils décident de mettre fin à leur jour plutôt que de s'entretuer, sous le regard de tout le pays, retransmis en direct sur tous les écrans. Leur double mort simultanée signifierait qu'il n'y aurait aucun vainqueur cette année-là. Un échec cuisant pour les organisateurs, risquant d'embraser davantage encore les provinces déjà en pleine effervescence. Juste avant qu'ils ne portent les baies à leurs lèvres, Alex intervient au micro dans l'urgence. « Vous avez tous les deux gagné. » Contraint de les laisser vivre pour éviter le pire, ils capitulent. Le duo reste alors figé, incrédule, encore sous le choc de ce dénouement inespéré. Encore incapables de réaliser qu'ils sont réellement en vie, Katz et Peter voient un vaisseau venir les récupérer. Dès son arrivée, Henge prévient Katz que le président Snow ne lui pardonne pas ses multiples provocations et cherche désormais à se débarrasser d'elle par tous les moyens. Il semble bien décidé à ne pas en rester là. Dans la seconde partie de l'histoire, intitulée « Prends soin de toi », on retrouve Alex, le directeur des jeux, escorté sans ménagement par des agents de sécurité jusqu'à une pièce isolée. En y pénétrant, il découvre avec effroi des baies empoisonnées posées devant lui. Un message on ne peut plus clair. Il est invité à se suicider plutôt que d'être exécuté. De l'autre côté, le président Snow observe la scène d'un air sombre et mécontent. Katz, elle, soutient son regard avec assurance, sans la moindre crainte apparente. Mais tout indique que le président nourrit déjà l'intention de se venger d'elle de la manière la plus cruelle qui soit. Un mystère que la suite de l'histoire promet de révéler. De retour dans leur district en train, Katz et Peter reçoivent un accueil triomphal dès leur arrivée. C'est tout le pays, des provinces les plus reculées jusqu'à la capitale elle-même, qui célèbre ce moment de liesse populaire. Même le président Snow observe la scène à distance, songeant déjà à la manière dont il orchestrera sa vengeance dans les épisodes à venir. Le film s'achève sur cette image. Rendez-vous dans la seconde partie de l'histoire pour découvrir la suite.